Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons aujourd'hui sous une forme un petit peu particulière, mais c'est pas bien grave, un nouveau chapitre d'histoire dont le titre est La fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial. La problématique est inscrite. Sur quelle base se base, oui je sais, sur quelle base se base le nouvel ordre mondial établi par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale dans les années d'après-guerre. En fait, on va voir ici, dans un premier temps, la fin de la guerre, comment on reconstruit, c'est ce qu'on va voir essentiellement aujourd'hui, et puis les débuts du nouvel ordre géopolitique avec les débuts de la guerre froide. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné une image qui me paraît très représentative finalement de l'objet de la leçon. Alors je pense que vous avez tous reconnu. Il s'agit ici d'une photo des procès de Nuremberg. Vous remarquerez peut-être ici ce personnage qui s'appelle Hermann Göring. Allez, c'est parti pour la suite de la leçon. Donc, grand 1, le monde en 1945, l'espoir d'un nouvel ordre international. Grand A, un monde meurtri par 6 ans de conflit. Et premier paragraphe à l'intérieur de ce grand A, la Seconde Guerre mondiale a été la guerre la plus meurtrière. Alors, la plus meurtrière en nombre, première idée, en gros, plus de 60 millions de morts, dont 35 millions en Europe, et parmi ces 35 millions en Europe, 6 millions de personnes juives. Pour autant, selon les pays, il y a véritablement des différences. Regardez un petit peu ce tableau qui compare les nombres de victimes de la Seconde Guerre mondiale par pays, selon qu'ils soient militaires, civils, alors en valeur absolue, mais également, et c'est important, en pourcentage de la population totale. Commencez par comparer le nombre de pertes civiles et de pertes militaires. Il est évident, pour moi la première ligne par exemple, la Pologne, n'oubliez pas, c'est en milliers. Hein. Pologne en civil, c'est pas 5700 civils qui ont été tués, c'est 5 700 000 chaque fois, et 240 000 militaires. Bon, mais ça, bien évidemment, vous le savez, la Pologne a perdu la guerre très très vite. En revanche, a été occupée et par l'Allemagne et par l'URSS, de part et d'autre, et puis s'est retrouvée ensuite au milieu de la reconquête de l'URSS. Le nombre de civils est très supérieur, le nombre de civils tués est très supérieur au nombre de militaires. Si vous regardez les autres pays, regardez l'URSS, l'importance du nombre de civils tués, pareil en Yougoslavie, moins important en Allemagne, ce qui est relativement logique, mais sinon c'est quelque chose que vous pouvez remarquer dans la plupart des pays, notamment les pays qui se défendaient. En pourcentage de la population totale maintenant, si on regarde les pays les plus touchés. Alors ça c'est vraiment pas inintéressant. Regardez la Pologne. 18% de la population totale, donc 5,7 millions de civils, ça fait vraiment partie des pays martyrs. L'URSS, on ne le pense pas assez, mais il y a eu beaucoup de pertes civiles, ça représente quand même 14% de la population totale. Et globalement, ce que l'on peut dire, c'est que les pertes civiles en Europe de l'Est ont été vraiment intenses, mais ce sont les destructions nazies pour établir leur espace vital et leur volonté de colonisation par ailleurs. Un point que l'on oublie souvent, ont été quand même gravement touchés. 10% de la population totale, c'est quand même beaucoup, et avec un nombre de militaires à plus de 5 millions, qui est forcément très très important. Pas autant que celui de l'URSS, certes, mais qui reste quand même très très important. Une chose qui est importante à comprendre, c'est que une fois que l'on a terminé de regarder les morts, on va regarder forcément les vivants, et que forcément il y a un déséquilibre des sexes. Avec le nombre de militaires tués, notamment en URSS, on s'est retrouvé avec plus de femmes que d'hommes. En 1959, en URSS, donc on est quand même pas mal d'années après la guerre, 115 millions de femmes pour 94 millions d'hommes. Non, messieurs, ne commencez pas à dire que c'est génial. Au point de vue démographique, c'est absolument catastrophique, car il est absolument impossible de faire le baby boom, c'est-à-dire, vous savez, l'augmentation des naissances après la guerre, et les femmes se sont retrouvées obligées en URSS, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, à une féminisation de l'emploi importante. C'est quand même quelque chose, ça, que l'on retrouve dans pas mal
dans pas mal de pays. Donc la guerre, elle a des conséquences démographiques, j'ai envie de dire, immédiates par le nombre de morts, mais également par la suite, parce que par le déficit d'enfants à naître. C'est ce qu'on appelle les classes creuses. Ça veut dire que par la suite, étant donné qu'il y a moins de parents, par définition, il y aura moins de naissances. Donc les conséquences démographiques durent pendant 20 ans. Petite exception en France, avec finalement une démographie qui est restée relativement stable, voire même avec un petit relèvement en 1942. Ça, c'est la petite exception. Sur cette diapo, je vais aller très très vite et en fait vous laissez prendre en note tout simplement ce que j'ai inscrit là parce que c'est simplement des éléments que vous connaissez et qu'il s'agit pour vous de remettre en tête. Forcément, le monde est ruiné. Les pays les plus ravagés sont les pays sur lesquels une grosse partie de la guerre a eu lieu. Bien évidemment, l'URSS, toute la partie ouest de l'URSS, ce qui correspond par exemple à l'Ukraine aujourd'hui, est totalement ravagée. L'Allemagne aussi a été énormément bombardée sur la période de fin 44 et tout début 45. La Pologne, on s'en doute, et le Japon a subi également beaucoup de bombardements américains. Vous allez me dire, les autres aussi, mais c'est eux vraiment qui ont le plus souffert. L'URSS a perdu 80% de son potentiel industriel et de ses infrastructures, et les villes allemandes, qui étaient énormément touchées par les bombardements, ont été détruites à très très fort pourcentage. Forcément, comme d'habitude, enfin j'ai envie de dire comme d'habitude, à part à Hawaï, la guerre n'a pas du tout eu lieu sur le sol des États-Unis. Le seul pays épargné véritablement, ce sont les États-Unis. Pensez également à un traumatisme des consciences. Une fois que la guerre est terminée, se demander forcément comment on en est arrivé là. Alors, bien évidemment, il y a la question de la découverte de la Shoah, qui traumatise bien évidemment beaucoup de monde. La bombe atomique, on l'a utilisée avec une bombe, on est capable de détruire une ville entière. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis finalement, presque une remise en cause de l'idée de civilisation, se dire que ce soit en Europe comme en Asie, les deux États agresseurs, que ce soit l'Allemagne d'un côté ou le Japon de l'autre, pour des pays européens comme par exemple la France ou l'Angleterre, qui je vous rappelle sont encore des pays très très colonisateurs, c'est pas des gens perdus au fin fond qui n'ont aucune civilisation, au contraire. L'Allemagne fait partie de la civilisation germaine, fait partie des civilisations les plus brillantes en Europe. Pareil pour la civilisation japonaise du côté du Japon, et pourtant ce sont ces civilisations brillantes qui ont causé ces horreurs. Donc forcément, il y a un minimum de réflexion qui se fait à ce niveau-là. Comment, après la guerre, mettre en place, grand B, un nouvel ordre politique? Pour mettre en place ce nouvel ordre politique, il faut d'abord juger les personnes, petit 1, instituer une justice pénale internationale. Et donc, dans un premier temps, vous allez me mettre un petit tiret avec, bien évidemment, les procès de Nuremberg. Pour ces procès de Nuremberg, je vous propose une vidéo. Que je ne peux pas, sous cette forme-là, vous montrer. Donc, ce que vous allez faire pause sur ma vidéo actuelle. Vous allez taper sur YouTube le procès de Nuremberg, la grande explication Luni. Vous avez le lien ici pour vérifier que c'est bien le bon. C'est une vidéo à base des sources de l'Institut national de l'audiovisuel. C'est une vidéo qui dure 5 minutes et qui, à mon avis, vous montre bien ce qu'est le procès de Nuremberg. Trichez pas, hein, commencez à la regarder tout de suite. Je vous retrouve juste après. Alors maintenant que vous avez regardé cette vidéo et que vous êtes donc revenu me voir, quelques éléments essentiels pour la prise de notes que je vous laisse regarder. Procès de Nuremberg, dans un lieu choisi, on l'a vu pas par hasard. 21 personnes sont accusées par un tribunal militaire international, jugées par les 4 vainqueurs. Et il y a 3 chefs d'inculpation essentiels, on les a retrouvés: le crime contre la paix, le crime de guerre et la notion de crime contre l'humanité, qui désigne le harcèlement, la déportation, l'extermination d'une population civile sous prétexte de son sexe, de sa religion ou de ses orientations politiques. Ce crime contre l'humanité est un crime imprescriptible. Ça veut dire que, quelle que soit
la durée, enfin le moment auquel ça s'est passé par rapport au moment où c'est jugé, il n'y a pas un temps où on se dit maintenant c'est trop vieux, on ne peut plus le juger. C'est ça que ça veut dire indescriptible, imprescriptible, pardon. Vous avez vu que ces 21 accusés ont été défendus par des avocats. Alors ça, c'est un grand jeu en fac de droit. Est-ce que je pourrais être l'avocat d'Hitler? Est-ce que j'aurais pu défendre Hermann Göring, par exemple? Il y en a qui se sont posé la question, pourquoi avoir mis des avocats? Tout simplement, justement, parce que là, c'est la démocratie qui va juger le totalitarisme. Donc, il est bien logique d'appliquer les lois de la démocratie et puis de se dire également que c'est une accusation personnelle, individuelle. Et en fait, ce procès a eu pour but d'essayer de voir le niveau d'implication de ces différentes personnes dans ces différents crimes, crimes contre la paix, crimes de guerre, etc. C'est pour ça que sur les 21 accusés, les peines sont différentes, hein. Il y a eu les condamnations à mort, condamnations à la prison. Il y a eu également des gens qui ont été graciés. Pourquoi ce procès est nouveau, vraiment novateur? C'est la première fois qu'il y a la mise en place d'une justice internationale, la définition du crime contre l'humanité, comme je disais tout à l'heure. Et je vais revenir du coup par rapport à ces questions de condamnation à mort. L'obéissance aux ordres donnés n'est plus considérée comme une excuse pour les auteurs de ces crimes. Parce que vous avez vu qu'ils ont tous plaidé non coupables en disant finalement, moi j'obéissais aux ordres. Alors les militaires ont dit qu'ils étaient militaires et qu'on n'avait pas le choix. Les civils, comme par exemple ceux qui dirigeaient la presse avec toute la propagande anti-juive dont vous avez pu entendre parler, eux sont civils et ils n'avaient pas cette question d'obéissance. Alors ils ont dit bien évidemment qu'ils n'avaient pas le choix, qu'Hitler leur ordonnait, que c'était pas leur faute. Et que ce soit civil comme militaire, c'est là où vraiment c'est quelque chose de nouveau. La question de l'obéissance aux ordres n'est donc plus considérée comme étant un prétexte. Et pour les avocats, et surtout pour les juges, ça a été un élément important de décision pour savoir si effectivement, pour connaître le degré en fait de culpabilité de ces différents accusés. Vous allez maintenant mettre une deuxième flèche pour indiquer les procès de Tokyo. Parce que la photo que je vous montre ici, c'est pas le procès de Nuremberg, si vous regardez bien, même si on a l'impression que ça y ressemble. Ce sont les procès de Tokyo, ce qui s'est passé du côté de l'Europe, ça s'est passé également du côté de l'Asie. 28 personnes ont été jugées pour crimes contre la paix et crimes de guerre. Sur ces 28 personnes, 7 ont été exécutées. Alors, on ne va pas passer autant de temps que sur les procès de Nuremberg. Simplement, des choses différentes. Dans le procès de Nuremberg, par définition, il n'y avait pas Hitler, il est mort. En revanche, l'empereur Hirohito, lui, n'est pas mort. Il ne fait pas partie des accusés. Il a fait preuve, on lui a donné l'immunité en fait. Pourquoi les États-Unis n'ont pas jugé Hirohito? Parce que l'empereur, dans la culture japonaise, c'est vraiment un personnage très 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 important. Pas un dieu, mais parce que ça n'a rien à voir avec notre culture, mais quasiment, c'est quand même un personnage sacré. Et donc, les Américains se sont dit que s'ils touchaient à l'empereur Hirohito, ils ne pourraient plus avoir l'adhésion de la population japonaise. Il a donc été démis de ses fonctions, mais sa personne n'a pas été jugée. Honnêtement, le général MacArthur, donc général américain, a eu vraiment le pouvoir absolu de décision sur les questions traitées. Il n'y avait que les États-Unis, cette fois-ci, qui jugeaient les Japonais. Et pour autant, remarquez qu'il n'y a pas eu de jugement de certains faits. Par exemple, vous ne voyez pas la notion de crime contre l'humanité. Et pourtant, il y a des faits japonais qui auraient pu rentrer là-dedans. Par exemple, l'utilisation de 3000 Chinois pour tester des bactéries infectieuses, des poisons pour se préparer à une guerre biologique. Bon, ça fait partie bien évidemment d'une certaine définition de crime contre l'humanité. Les Américains ont décidé de ne pas l'utiliser, toujours pour ne pas poser des problèmes aux Japonais, qui étaient donc une population dorénavant occupée par les Américains. Donc si on regarde sur ces deux procès, Nuremberg et Tokyo, on peut se dire deux choses. Il y a un certain nombre de limites. Seuls les vaincus sont jugés. Ils sont jugés uniquement par les vainqueurs. Il manque un certain nombre de coupables. Et les vainqueurs, eux, ne sont jamais jugés. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, par exemple, que l'utilisation de la bombe atomique, qui par définition se fait sur des civils,
et au moins un crime de guerre, peut-être peut-être un crime contre l'humanité. Mais à aucun moment, ce type de bombardement ne sera jugé puisque seuls les vainqueurs jugent. Il y aura d'autres procès plus tard, notamment pour les nazis. Vous avez certainement entendu parler par exemple, je sais pas, du procès Eichmann ou encore du procès de Klaus Barbie. Il n'y aura pas d'autres procès au Japon. Du coup, les Allemands ont vraiment une conscience très très forte de la période nazie, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont pu se dérouler pendant cette période. Il n'y a pas eu ce travail de conscience du côté de Japon. Il n'y a pas la conscience nationale de responsabilité dans les crimes de guerre. Un aparté par rapport à la situation actuelle en Ukraine, vous avez dû entendre que l'Allemagne a fait quelque chose d'extraordinaire au sens premier du terme, c'est-à-dire que pour la première fois, le gouvernement allemand décide d'augmenter son armée globalement et son armement. L'Allemagne est une grande puissance économique, mais au point de vue militaire, n'a quasiment rien. Ça, c'est vraiment depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec cette idée que il y a eu le nazisme, on ne peut pas réarmer le pays. C'est vraiment aussi une volonté des Allemands. C'est pas forcément quelque chose qui existe du côté du Japon. Alors maintenant, ce monde d'après-guerre, forcément, pour pouvoir avoir la paix, il va falloir l'organiser. Cette organisation se met en place lors de deux conférences, conférence de Yalta et de Potsdam. Les deux se déroulent en 1945. Yalta en février, donc la guerre est loin d'être terminée, et Potsdam au mois de septembre. Ces deux conférences regroupent les trois pays vainqueurs. Pas besoin d'apprendre par cœur, c'est logique. On a forcément les États-Unis, représentés par Roosevelt. Roosevelt à Yalta, mais pas à Potsdam. Il est mort à ce moment-là. C'est son successeur Harry Truman qui prend la suite. Deuxième vainqueur, bien évidemment, l'URSS avec Staline. Et le troisième vainqueur, le Royaume-Uni avec Churchill. Qu'est-ce qu'ils font ces trois-là à ces conférences? Ils préparent en fait la carte de l'Europe d'après-guerre pour pouvoir organiser la paix. La carte de l'Europe d'après-guerre, du coup, issue de ces conférences, va ressembler plus ou moins, enfin, plutôt plus que moi d'ailleurs, va ressembler à celle-ci. Ça fait partie vraiment des cartes qu'il faut bien comprendre, peut-être aussi pour comprendre bien l'évolution géopolitique après la guerre. Alors, d'abord, forcément, ils se disent qu'ils vont mettre en place des nouvelles frontières. Alors, essayez de comparer cette carte par rapport à la précédente pour voir un petit peu le mouvement qui se fait. Le premier mouvement que vous devez voir doit partir de l'URSS. Vous voyez ces flèches rouges qui vont en direction de l'ouest. En fait, on a toute une bande qui est ici en rouge foncé, qui va d'une partie de la Finlande, les pays-baltes, une partie de la Pologne, un petit bout de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie. L'URSS va récupérer une très grande partie du territoire qu'elle avait perdu auparavant en 1914, enfin en 1918. Et du coup, la Pologne, qui fait partie des pays martyrs, on l'a bien compris, on aurait l'impression qu'elle se retrouve réduite. Donc, comme l'URSS est décalée vers l'ouest, on va également décaler la Pologne vers l'ouest. Ce sont les flèches violettes que vous voyez, où donc la Pologne va récupérer des territoires à l'Allemagne, c'est ce qui est assuré ici, pour essayer de retrouver un espace. Vous remarquez que dans les personnes qui assistent aux conférences et qui décident de tout ça, je n'ai absolument pas parlé de Polonais, d'Allemands, de qui que ce soit. Ce sont les vainqueurs qui vont véritablement organiser le tout. Donc, si je résume, toutes les annexions italiennes et allemandes qui ont été faites lors de la politique d'annexion, c'est-à-dire à partir de 1937, sont supprimées. La France récupère l'Alsace-Lorraine, chouette. On reconstitue la Pologne, mais de la manière dont je vous ai dit. La Tchécoslovaquie redevient un pays. L'Albanie, qui avait été récupérée par l'Italie, redevient indépendante. L'Autriche redevient indépendante, etc. Excusez-moi. Alors, les frontières sont différentes de celles de l'avant-guerre. Alors ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Les frontières de l'URSS sont donc décalées de plusieurs centaines de kilomètres vers l'ouest. Et du coup, l'Allemagne est décalée vers l'ouest et la frontière avec la Nouvelle-Allemagne se fait le long de deux fleuves qui s'appellent l'Oder et le Neisse. C'est donc ce qu'on appelle tout simplement la ligne Oder-Neisse. Forcément, à cause de ces nouvelles frontières,
il va y avoir tout un tas de déplacements de population. Et en fait, c'est ce que représentent les flèches que vous voyez, dont je me suis un petit peu servi pour vous montrer les déplacements. Plus de 20 millions de personnes se sont retrouvées à être déplacées. Alors, par exemple, en URSS, ben, Staline a entraîné un peuplement russe de ces nouveaux éléments. En Pologne, bah, des gens par exemple qui vivaient à l'est de la Pologne bah, sont repartis dans des territoires qui ont été reconquis aux Allemands. Les Allemands qui vivaient dans des territoires qui deviennent du coup polonais rentrent en Allemagne et ainsi de suite et ainsi de suite. 20 millions de personnes, c'est véritablement important. Que deviennent les vaincus? Bon, alors là je vais être rapide. L'Allemagne donc est réduite, ça on l'a compris, et elle est divisée en 4 zones d'occupation. C'est la même chose pour Berlin. 4 zones d'occupation, donc les 3 vainqueurs, et une petite zone d'occupation française, Churchill, ayant fait son travail là-dessus. Donc attention, l'Allemagne n'est pas annexée à ces 4 occupants, elle est occupée, et en fait, elle est occupée normalement le temps que les Allemands paient des réparations de guerre, c'est-à-dire 20 milliards de dollars. Ça, c'est ce qui est dit aux conférences. En réalité, ça va se passer différemment. Forcément, l'Allemagne est entièrement démilitarisée. Du côté du Japon, donc les États-Unis s'en occupent, les Japon perdent les annexions en Chine, en Asie du Sud-Est, etc., etc. Et la Corée, elle, qui était en fait une colonie du Japon, donc n'est plus une colonie du Japon, mais devient 2 zones d'occupation. Pourquoi 2 zones d'occupation? Parce qu'au sud, c'est occupé par les États-Unis. Au nord, c'est occupé par les soviétiques. Je vous rappelle que, ou je vous le dis, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, à la conférence de Yalta, Roosevelt avait demandé à Staline de venir donner un coup de main du côté du Japon. Oui, si, je vous l'ai dit, puisque c'est un des prétextes qu'avait utilisé Harry Truman pour utiliser la bombe atomique. Et donc la partie nord est occupée par l'URSS. Le Japon est bien évidemment démilitarisé, démocratisé, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'Italie, elle, est quand même relativement épargnée. Pour autant, il y a une chose que je n'ai pas encore précisée dans la carte, mais je vous la remets. Une chose qui est importante sur cette carte, ce sont... regardez le petit t en fait. Les pays libérés ou vaincus, regardez les hachures roses. C'est ce qui a été libéré par les soviétiques. On a en fait tout l'est de l'Europe, à part la Yougoslavie par exemple, vous voyez, qui n'est pas hachurée, qui va devenir un pays communiste, mais qui s'est libéré en fait, mais qui s'est libéré toute seule. Mais vraiment, tous les pays hachurés ici ont une importance essentielle. Pourquoi? Parce que les différentes zones d'occupation sont déterminées, en fait, selon l'avancée des armées alliées. Donc il n'y a pas que l'Allemagne, il n'y a pas que Berlin qui sont occupés, notamment en Allemagne de l'Est, pardon, en Europe de l'Est, excusez-moi. Et donc en Europe de l'Est, pareil, l'armée russe doit rester le temps que les frais de réparation de guerre soient payés et le temps d'organiser des élections libres. Gardez ça en tête, c'est important pour la suite. Du coup, il est évident que l'Europe est divisée en 2 par des zones d'occupation. Dernier point. Pour assurer la paix et la sécurité collective, ce serait peut-être bien de faire une organisation internationale. C'est la création de l'ONU, dont voici les institutions. L'ONU a été fondée en juin 1945 à San Francisco. L'ONU était une demande de Roosevelt, c'était dans la conférence de Yalta. Et le pauvre homme est mort avant de voir la création de l'ONU. Pour autant, cette institution, qui existe toujours bien évidemment, a été créée. Qui appartient à l'ONU? Au moment de la signature de la charte, forcément aujourd'hui il y en a beaucoup plus, il y a eu l'ensemble des pays et des alliés qui avaient combattu les forces de l'Axe. Donc dans un premier temps, les vaincus en sont exclus, mais on dit que toute nation peut en faire partie si c'est une démocratie, et si les autres pays l'acceptent par un vote. Donc forcément, des États comme par exemple l'Allemagne, le Japon ou l'Italie vont vite rentrer dans l'ONU. Aujourd'hui, on est très largement beaucoup plus nombreux, mais le principe de base était posé là-dessus. Pourquoi créer l'ONU? Bien évidemment pour assurer la paix, la sécurité internationale avec 3 grands principes.
Normalement, tous les États, qu'ils soient grands ou petits, ont les mêmes droits, la même égalité. C'est un principe, c'est une théorie, je n'ai pas dit que c'est en pratique. Deuxième principe, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Deux principes politiques essentiels sur lesquels on rajoute un troisième principe, la coopération économique et sociale, partant du principe que la crise des années 30, donc qui a été une crise économique et sociale, a engendré des totalitarismes comme la prise de pouvoir d'Hitler en Allemagne. Et donc, on est absolument persuadé que pour pouvoir assurer la paix et la sécurité internationale, il faut aussi assurer une certaine prospérité économique et sociale. Donc voilà pourquoi ce principe est mis en place. Alors quelques mots sur le fonctionnement, parce que finalement c'est ça le plus important. Alors, vous voyez, là c'est un schéma où il y a plein de choses. Finalement, il y a trois éléments fondamentaux. On commence par, au centre en rouge, l'Assemblée générale qui réunit l'ensemble des pays membres. Et c'est là où vous avez l'idée d'une égalité souveraine de tous les États. Le Luxembourg a une voix, comme les États-Unis ont une voix. Vous voyez, c'est ça l'idée. En gros, c'est quelque part, j'ai envie de dire, si je comparais à un pays, ça serait une sorte d'assemblée législative qui va faire un certain nombre de recommandations. On a le secrétariat de l'ONU, donc qui va être représenté par une personne, ça c'est pour pouvoir symboliser véritablement ce qu'est cette personne. Mais vraiment, vraiment le plus important, c'est le Conseil de sécurité, ce qui correspondrait dans un État quasiment à un gouvernement quelque part. C'est le Conseil de sécurité qui va mettre en place des résolutions. Et c'est là où c'est absolument essentiel. Qui appartient à ce Conseil de sécurité? On a des membres non permanents, élus pour 2 ans, ils ont été 6 puis 10, et surtout, on a 5 membres permanents. Donc ça veut dire qu'en gros, on a 15 membres, on va partir de là. On a 15 membres, on a 15 pays, mais sur ces 15 pays, tous les 2 ans, il y en a 10 qui tournent. Et il y en a 5 qui sont toujours là depuis 1945, et c'est toujours valable aujourd'hui. C'est pareil, ces États, c'est un ordre logique pour les retrouver, pas besoin de les apprendre par cœur. Forcément, on a les vainqueurs, donc on a forcément les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni. Et pour arriver à 5, il faut être logique. On va avoir la France parce que on a tout ce travail qui avait été fait par Churchill et De Gaulle pour que la France soit considérée parmi les vainqueurs. Mais là, je n'ai que des pays européens. Bon, vous allez me dire que l'URSS va jusqu'en Asie, mais enfin, ne trichez pas. Il faut bien prendre en compte la question de la guerre du côté du Japon. Et donc, on fait rentrer la Chine, qui a été, bien évidemment, un des pays le plus martyr de la part du Japon. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question de logique pour pouvoir retrouver ces 5 membres permanents. Et le mot important à comprendre là-dedans, c'est droit de veto. Ça veut dire que un de ces 5 pays, n'importe lequel, peut dire à une résolution « non, moi je veux pas ». Et un seul sur les 15 suffit à bloquer totalement la résolution. Ça ne marche pas pour les 10 autres. Pour ceux qui tournent, vous savez, 2 ans, eux, il y en a par moment qui peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais s'ils sont minoritaires sur les 15, ça ne marchera pas. En revanche, il suffit qu'un des 5 membres permanents utilise son droit de veto et il n'y a pas de résolution. Alors vous imaginez pendant la guerre froide, entre les États-Unis et l'URSS, il suffisait que les États-Unis veulent quelque chose pour que l'URSS n'en veuille pas, ou encore l'inverse. Donc forcément, l'ONU a été pas mal paralysée pendant la guerre froide. Petit aparté par rapport à aujourd'hui, ceci explique aussi pourquoi, dans la guerre en Ukraine, vous entendez parler de l'OTAN, on en reparlera encore la semaine prochaine, vous entendez parler de l'Union européenne, on entend un peu parler de l'ONU, il y a une résolution, une délibération qui a été votée par l'Assemblée générale désignant Vladimir Poutine comme étant l'agresseur. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Là, on désigne l'agresseur. La résolution du Conseil de sécurité pourrait être d'envoyer des casques bleus, c'est-à-dire l'armée de l'ONU, qui n'est pas une armée permanente, qui est une armée composée des pays membres du Conseil de sécurité, enfin plus globalement de l'ONU, mais forcément le Conseil de sécurité ne peut pas prendre aujourd'hui une telle résolution, puisque la Russie, qui a remplacé l'URSS en tant que membre permanent, a forcément son droit de veto. Je pense qu'on pourra reparler de toutes ces choses-là la semaine prochaine, mais en visuel, ça sera quand même beaucoup plus facile. Un point à rajouter, et ça sera ma conclusion pour aujourd'hui, un point à rajouter
Vous connaissez certainement l'UNICEF. Vous connaissez certainement l'UNESCO. Vous connaissez certainement l'Organisation mondiale de la santé. Tous ces exemples-là, et bien évidemment il y en a d'autres, font partie de l'ONU. Ça serait le dernier point que j'aimerais que vous rajoutiez. L'ONU crée dès le départ des organisations pour pouvoir s'occuper de la coopération économique et sociale. Alors qu'est-ce que je vous ai cité? L'UNICEF qui s'occupe des droits de l'enfant, l'UNESCO qui va s'occuper de la protection du patrimoine et de la culture, l'Organisation mondiale de la santé, on voit tout de suite ce que c'est. On a également des organisations sur ce qui concerne par exemple l'agriculture, la lutte contre la faim dans le monde, etc., etc. On a donc des organisations qui sont financées par l'ONU, c'est-à-dire par les États membres, pour pouvoir établir cette coopération économique et sociale afin que plus jamais nous ayons une nouvelle guerre mondiale. C'est joli comme conclusion, non? Allez, vous voyez, c'était pas si terrible. À mardi, enfin, normalement je devrais pouvoir. Au revoir à tous.